Je m'appelle Anton, j'ai 37 ans, et j'ai bâti ma vie à partir de rien, comme développeur de logiciels à Boston. Grandir avec un frère aîné manipulateur comme Marcus n'a pas été facile, mais j'ai persévéré. D'une certaine manière, je suis devenu le distributeur de billets familial, le responsable qui tire tout le monde d'affaire quand ils sont en difficulté. Quand Marcus m'a demandé 18 000 $ pour les frais d'université de son fils, je n'aurais jamais cru que cela me mènerait à surprendre une conversation qui changerait absolument tout. Si vous regardez ceci et que vous avez déjà été traité comme le compte bancaire personnel de votre famille, laissez un commentaire sur l'endroit d'où vous regardez et abonnez-vous. Croyez-moi, vous voudrez voir comment j'ai finalement tenu tête au sentiment de droit de mon frère. Pour comprendre pourquoi cette demande de 18 000 $ m'a tant touché, vous devez connaître un peu ma famille. Nous avons grandi dans un quartier de la classe moyenne dans le Connecticut. Rien d'extravagant, mais nous avions ce dont nous avions besoin. Mon père, Joseph, a travaillé comme directeur d'usine pendant 30 ans, nous apportant de la stabilité, mais pas beaucoup de soutien émotionnel. Dès le début, il était clair que Marcus était son préféré. Ma mère, Evelyne, était l'équilibre à la maison, veillant à ce que je ne sois pas complètement ignoré, mais elle est décédée quand j'avais 15 ans. Après cela, le favoritisme est devenu encore plus flagrant. Marcus a 4 ans de plus que moi, et en grandissant, il était le charmant. Il pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole. Pendant que j'étais l'enfant qui tondait les pelouses et livrait les journaux pour économiser pour l'université, Marcus réussissait à convaincre notre père de lui donner de l'argent grâce à sa douceur. Le schéma a continué à l'âge adulte. Mon parcours n'a pas été facile. Après la mort de maman, j'ai travaillé comme commis d'épicerie, concierge les week-ends au centre communautaire local, et je livrais des pizzas le soir. Je me suis payé mes études universitaires à l'université d'État en informatique. Personne n'a payé mes frais de scolarité. Personne n'a acheté mes manuels. J'ai obtenu mon diplôme avec des prêts étudiants qu'il m'a fallu 8 ans pour rembourser, mais je l'ai fait. Pendant ce temps, Marcus planait dans la vie grâce à son charme. Il a fréquenté 3 universités différentes avant d'abandonner les 3. Papa a payé pour chaque tentative sans se plaindre. Marcus a atterri des emplois grâce à des relations, pas à ses qualifications, et les perdait généralement en quelques mois. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il retombait toujours sur ses pieds. Il y a 10 ans, il a épousé Lorraine, dont les parents avaient de l'argent. Ils l'ont intégré à leur entreprise, ont installé le couple dans une belle maison, et Marcus a commencé à conduire une voiture de luxe. Ils ont eu Brandon peu de temps après. Pendant des années, Marcus a ostensiblement affiché son style de vie lors des réunions de famille, se moquant subtilement de mon appartement modeste et de ma voiture fiable, mais ordinaire. Ce que Marcus et Lorraine ne montraient pas, c'était leur dette croissante. Ils vivaient au-delà même des moyens généreux des parents de Lorraine. Vêtements de marque, vacances exotiques, et une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Il y a 2 ans, le mariage s'est effondré. Les parents de Lorraine ont retiré leur soutien financier et soudain, Marcus a eu des difficultés. Quant à moi, j'ai construit une carrière solide en tant que développeur de logiciels. J'ai gravi les échelons, passant de poste de débutant à développeur principal dans une entreprise de technologie prospère. Je possède un condo confortable à Boston, prends une belle vacance chaque année, et j'ai diligemment épargné pour ma retraite. Je ne vis pas de manière extravagante, mais je suis financièrement stable, quelque chose que Marcus n'a jamais réussi à atteindre. Ma relation avec ma famille a toujours été compliquée. Malgré le traitement inégal, je me sentais obligé de rester en contact. Je rends visite à mon père toutes les semaines pour dîner. J'envoie des cadeaux d'anniversaire et de Noël. J'appelle régulièrement pour prendre de leurs nouvelles. Mais au cours des 2 dernières années, depuis le divorce de Marcus, la dynamique a changé. Les demandes ont commencé modestement. Papa avait besoin d'aide pour une réparation domiciliaire. Marcus avait besoin d'un prêt temporaire pour couvrir le loyer. J'ai aidé parce que c'est ce que fait la famille, n'est-ce pas? Mais les demandes ont augmenté en fréquence et en montant. Marcus a emprunté 2 000 $ pour des réparations de voitures, mais il est apparu à la réunion de famille suivante avec de nouveaux clubs de golf coûteux. Papa a demandé de l'aide pour des factures médicales, puis a fait une croisière dans les Caraïbes. Pourtant, je me suis convaincu qu'ils avaient besoin de moi, qu'aider était la bonne chose à faire. Rétrospectivement, je vois que j'étais manipulé. Ils savaient exactement sur quel bouton appuyer, la loyauté familiale, la culpabilité liée à mon succès relatif,
le fantôme de ma mère qui nous encourageait toujours à prendre soin les uns des autres. Mais j'atteignais mon point de rupture. Puis vint l'appel téléphonique qui allait finalement tout changer. Marcus a appelé un mardi matin, alors que je me préparais pour une réunion de travail importante. « Anton, il faut qu'on parle », a-t-il dit, sa voix portant ce ton familier qui signifiait qu'il voulait quelque chose. « C'est à propos de l'avenir de Brandon. Peux-tu me rencontrer au café Riverside demain midi ?» J'ai failli dire non. J'avais une date limite imminente, mais 15 ans de conditionnement sont difficiles à briser. D'accord, ai-je accepté, mais je n'ai qu'une heure. Je n'avais aucune idée que cette rencontre serait le début de la fin de mon rôle de banque familiale. Le lendemain, je suis arrivé au café Riverside 5 minutes en avance. Le petit café était animé par la foule du déjeuner, un mélange d'hommes d'affaires et d'étudiants de l'université voisine. J'ai trouvé une table dans le coin et j'ai commandé un café noir, mon esprit encore à moitié concentré sur le projet que j'avais laissé au bureau. Marcus est arrivé 15 minutes en retard, sans prendre la peine de s'excuser. Il avait bonne allure en apparence, lunettes de soleil de marque, montre chère, cheveux parfaitement coiffés, mais j'ai remarqué les bords effilochés de son col et les éraflures sur ses chaussures. De petits signes que sa façade se fissurait. « Content de te voir, petit frère », a-t-il dit, se glissant sur la chaise en face de moi. Il a commandé une boisson au café spécialisé compliqué sans même regarder le prix. Après quelques banalités superficielles sur le temps et le sport, Marcus s'est penché en avant, baissant la voix de manière conspiratrice. « Alors, Brandon a été accepté à l'université Westfield », a-t-il dit, rayonnant de fierté, comme s'il avait personnellement accompli quelque chose. « C'est génial », ai-je répondu, sincèrement heureux pour mon neveu. Brandon était un bon gamin malgré l'influence de son père. Pas un étudiant brillant, surtout des B et des C, mais il avait bon cœur. Est-ce là qu'il voulait aller? Marcus a agité la main de manière désinvolte. C'est là qu'il doit aller. Leur programme d'affaires a des relations. Tout est une question de qui tu connais dans ce monde, Anton. J'ai hoché la tête sans m'engager, sentant déjà où cette conversation se dirigeait. Le fait est, a continué Marcus, sortant un dossier et étalant des papiers sur la table. L'aide financière n'est pas terrible. Brandon a besoin d'aide avec les dépenses. Les papiers étaient des ventilations des coûts universitaires. Frais de scolarité, logement, forfait repas, livres, frais, tout cela s'ajoutant à une somme astronomique. Marcus avait encerclé plusieurs éléments en rouge. Ce sont les plus pressants, a-t-il expliqué, tapotant la page. Les frais de dortoir sont de 10 000 $ pour l'année. Il a besoin d'un ordinateur portable adéquat pour ses cours, environ 3 000 $ pour le modèle recommandé par son programme. Et le forfait repas coûte encore 5 000 $. J'ai fixé les chiffres, les additionnant. Cela fait 18 000 $. Exactement. Marcus a souri comme si je venais d'accepter quelque chose. J'ai pensé que tu pourrais couvrir ces dépenses. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. La désinvolture avec laquelle il l'a dit, comme s'il demandait d'emprunter 20 $ au lieu de 18 000 $, m'a laissé momentanément sans voix. Marcus, c'est beaucoup d'argent, ai-je finalement réussi à dire. Allons, Anton. C'est pour l'éducation de Brandon, ton neveu, la famille. Sa voix a pris une sincérité étudiée. En plus, tu n'as pas d'enfant. Pas de fonds universitaires à économiser. Tu as l'argent supplémentaire. Cette remarque m'a piqué. Mon absence d'enfant n'était pas un choix, mais une circonstance médicale. Quelque chose que Marcus savait, mais ignorait commodément quand cela servait ses desseins. Il existe d'autres options, ai-je suggéré, collège communautaire pendant 2 ans, puis transfert, prêts étudiants, programme travail-études, bourse. L'expression de Marcus s'est assombrie. Collège communautaire? Tu es sérieux? Brandon n'est pas du genre collège communautaire. Nous sommes mieux que ça. Il n'y a rien de mal au collège communautaire, ai-je rétorqué. Beaucoup de gens qui réussissent commencent là. Qui ça, a ricané Marcus. Moi, lui ai-je rappelé. J'ai fait mes 2 premières années au collège communautaire avant d'être transféré pour économiser de l'argent. Marcus a levé les yeux au ciel. Et regarde combien de temps il t'a fallu pour arriver où tu es. Brandon n'a pas le temps pour cette voie. Il a besoin de faire des relations maintenant. La conversation a continué dans cette veine pendant encore 20 minutes.
Chaque alternative que je suggérais était au-dessous de leur niveau. Chaque option d'aide financière était trop compliquée ou trop humiliante. Selon Marcus, la seule solution était que j'écrive un chèque. Je ne peux pas le faire, Marcus, ai-je finalement dit fermement. 18 000 $, c'est trop. Son charme a disparu instantanément. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Parce que nous savons tous les deux que tu as l'argent. Les deux, ai-je répondu. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai. Brandon a besoin d'apprendre une certaine responsabilité financière, et toi aussi. Marcus a claqué sa main sur la table, faisant se retourner plusieurs clients proches. C'est comme ça que tu traites ta famille, après tout ce que nous avons fait pour toi. Cela m'a presque fait rire. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, Marcus? Il s'est levé, rassemblant ses papiers. Tu as toujours été égoïste. Toujours. Papa avait raison à ton sujet. Sur ce coup de grâce, il est parti en trombe, me laissant avec l'addition pour son café à 7 $ qu'il n'avait pas touché. Je suis resté assis là un moment, le nœud dans l'estomac. La culpabilité familière commençait à s'installer. Étais-je égoïste? Devrais-je aider mon neveu? Étais-je en train de punir Brandon pour le comportement de son père? Ce soir-là, j'ai appelé mon meilleur ami, Derek. Nous sommes amis depuis l'université, et il a été témoin de la situation Marcus pendant des années. Il te manipule encore, a dit Derek sans détour après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Tu n'es pas responsable des frais d'université de Brandon. C'est le travail de ses parents. Mais que se passe-t-il si Brandon perd cette opportunité à cause de moi, ai-je demandé. Premièrement, ce n'est pas à cause de toi, a rétorqué Derek. C'est parce que son père est financièrement irresponsable. Deuxièmement, Brandon a de nombreuses opportunités qui ne nécessitent pas que tu les finances. Ton frère ne veut juste pas explorer ces options parce qu'elles demandent des efforts. Les mots de Derek avaient du sens. Mais des années de conditionnement m'ont laissé hésitant. Peut-être que je devrais aider, au moins avec une partie des dépenses. Peut-être juste l'ordinateur portable. Ces pensées m'ont tourmenté pendant que j'essayais de dormir cette nuit-là, le poids de l'obligation familiale lourd sur ma poitrine. J'étais loin de me douter qu'une rencontre fortuite le week-end suivant changerait complètement ma perspective sur la situation. Le dimanche suivant, j'ai conduit jusqu'à la maison de mon père pour notre dîner hebdomadaire. Ces visites étaient devenues un rituel après le décès de ma mère, en partie par devoir et en partie pour s'assurer que papa n'était pas complètement seul. Habituellement, j'arrivais juste à 18 h, heure prévue du dîner. Cette fois, j'étais en avance de près de 30 minutes parce qu'une réunion que j'avais anticipée longue s'était terminée tôt. Je me suis garé dans l'allée, remarquant la voiture de Marcus déjà là. C'était inhabituel. Marcus assistait rarement à ses dîners, à moins qu'il ne veuille quelque chose. Je me suis approché de la maison tranquillement, décidant d'entrer par la porte latérale qui menait directement à la cuisine. J'ai pensé que je pourrais les surprendre et aider à la préparation du dîner. Alors que j'atteignais la poignée de porte, j'ai entendu des voix à travers la fenêtre partiellement ouverte. Marcus et mon père étaient dans la cuisine, leur voix claire dans l'air calme de l'après-midi. Il a refusé d'aider pour l'université de Brandon, disait mon père, son ton désapprobateur. Complètement, a répondu Marcus. Après tout ce que nous avons fait pour lui. Mais ne t'inquiète pas pour l'argent. Comment vas-tu payer pour ça, a demandé papa. Les mots suivants de Marcus m'ont figé sur place. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Après le dîner de Noël, il paiera. Tu es sûr de ça? Il semblait plutôt déterminé quand il m'a appelé hier. Je suis positif, a dit Marcus avec confiance. J'ai tout arrangé. Nous aurons toute la famille là. Tu parleras de l'héritage familial et de l'éducation. Tante Patty mentionnera comment maman aurait voulu que nous nous soutenions mutuellement. Je ferai en sorte que Brandon montre sa lettre d'acceptation. Anton ne pourra pas dire non devant tout le monde. Il y a eu une pause. Et j'ai entendu la porte du réfrigérateur s'ouvrir et se refermer. C'est son rôle dans cette famille, a dit mon père. Finalement. Il nous doit ça. Exactement, a acquiescé Marcus. Le gamin n'a pas sa propre famille à charge. À quoi d'autre va-t-il dépenser son argent? Ils ont tous les deux ri et je me suis senti physiquement malade. Ma main est tombée de la poignée de porte alors que les souvenirs me submergeaient. Marcus empruntant mes économies pour un voyage scolaire quand nous étions adolescents,
jamais remboursés. Papa insistant pour que je renonce à une opportunité de stage d'été pour travailler dans l'entreprise d'aménagement paysager de son ami parce que Marcus s'était déjà engagé dans des vacances avec des amis. Les innombrables fois où mes réussites ont été minimisées, tandis que les efforts minimaux de Marcus étaient célébrés. J'ai reculé de la porte, suis retourné silencieusement à ma voiture et j'ai conduit 2 pâtés de maison avant de me ranger. Mes mains tremblaient en agrippant le volant. Toutes ces années, je m'étais dit que, malgré le favoritisme, ma famille me valorisait en tant que personne. Maintenant, je connaissais la vérité. Ils me considéraient comme rien de plus qu'une ressource à exploiter. Je ne pouvais pas leur faire face. Pas tout de suite. J'ai envoyé un SMS à mon père disant que j'avais une urgence de travail et que je ne viendrais pas dîner après tout. Sa réponse était typique, toujours mettre le travail en premier. L'ironie ne m'a pas échappé. Le trajet du retour a été un flou d'émotions. La douleur a cédé la place à la colère, puis à un profond sentiment de trahison. Au moment où j'ai atteint mon condo, un calme étrange s'était installé sur moi. La clarté de voir enfin la vérité était à la fois douloureuse et libératrice. J'ai appelé ma tante Patricia, la sœur de ma mère, qui vivait en Oregon. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais elle avait toujours été gentille avec moi, et plus important encore, elle était éloignée des dynamiques familiales immédiates. Tante Patty, ai-je dit quand elle a répondu, puis-je te demander quelque chose franchement? Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que papa et Marcus parlent de moi quand je ne suis pas là? De mon argent spécifiquement? Il y eut une longue pause. Pourquoi demandes-tu cela maintenant? S'il te plaît, tante Patty, j'ai besoin de savoir la vérité. Elle a soupiré profondément. Anton, j'ai voulu dire quelque chose pendant des années, mais ce n'était pas ma place. Ton père et ton frère, ils profitent de ta générosité. Ils l'ont toujours fait. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Aussi longtemps que je me souvienne, a-t-elle admis. Même du vivant de ta mère, elle s'inquiétait de la façon dont il te traitait. Après son décès, cela a empiré. À Thanksgiving dernier, ton père se vantait auprès de ton oncle que tu avais payé son nouveau toit. Mais ensuite, je l'ai entendu dire à Marcus que c'était facile d'obtenir l'argent parce que, et je cite, Anton ne peut pas dire non si tu mentionnes ce que ta mère aurait voulu. Chaque mot a été comme un coup physique. Il prévoit de me tendre un piège au dîner de Noël concernant le paiement de l'université de Brandon. Cela ne me surprend pas, a dit tante Patty tristement. Anton, il est temps que tu t'affirmes. Ta mère n'a jamais voulu que tu sois leur banque personnelle. Elle voulait que tu sois respecté. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon salon obscurci pendant des heures, digérant tout. Le dîner de Noël était dans 3 semaines. Il s'attendait à ce que je cède sous la pression publique, à ce que j'écrive un chèque juste pour éviter une scène. Pour la première fois, j'ai vu avec une clarté parfaite que ce schéma ne prendrait jamais fin. Il y aurait toujours une autre dépense, une autre urgence, une autre raison pour laquelle je leur devais quelque chose. La seule façon d'arrêter cela était de briser complètement le cycle. Alors que la nuit s'épaississait, quelque chose a changé en moi. Le poids de l'obligation que j'avais porté pendant des décennies a commencé à se lever. Au matin, j'avais pris ma décision, le dîner de Noël serait en effet mémorable cette année, mais pas de la manière attendue par Marcus et mon père. J'avais fini d'être le distributeur de billets familial. Le lendemain matin, j'ai appelé au travail et pris une journée personnelle. Cette situation exigeait toute mon attention. Pendant trop longtemps, j'avais été réactif avec ma famille, répondant à leurs exigences au lieu de fixer mes propres limites. Cela prenait fin maintenant. D'abord, j'ai appelé le docteur Rivera, la thérapeute que j'avais vue brièvement après un projet stressant l'année dernière. Elle avait une disponibilité cet après-midi-là, et j'ai saisi le créneau. Puis, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai commencé à faire des recherches sur l'université Westfield et leurs opportunités de bourse. Ce que j'ai découvert était intéressant. Ils avaient plusieurs bourses de mérite pour lesquelles Brandon pourrait se qualifier, plus des options d'aide financière qui n'avaient pas été explorées. Encore plus révélateur a été ma découverte sur les programmes de transfert de collèges communautaires. Le collège communautaire local avait un accord de transfert garanti avec Westfield. Si les étudiants maintenaient une moyenne de 3,0, Brandon pourrait effectuer ses 2 premières années à une fraction du coût, puis être transféré sans problème dans le programme sur lequel son père était si obsédé. Je me suis demandé si Brandon était au courant de ces options.
Dans toutes nos interactions familiales, Brandon et moi avions rarement des conversations en tête-à-tête. Il était toujours sous l'œil vigilant de Marcus. J'ai décidé qu'il était temps de changer cela. J'ai trouvé le numéro de Brandon dans ma liste de contacts et lui ai envoyé un SMS directement. « Salut Brandon, c'est oncle Anton. J'aimerais te parler de l'université. Pouvons-nous déjeuner ensemble demain? Juste nous deux. » Sa réponse est arrivée étonnamment vite. « Bien sûr, oncle Anton. Ce serait cool. » Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un restaurant de hamburgers près de son lycée le jour suivant. Avec ce plan en cours, j'ai reporté mon attention sur la question plus large. Le bureau du docteur Rivera était un espace calme avec un éclairage doux et des meubles confortables. Elle s'est souvenue de moi de nos sessions précédentes et a écouté attentivement pendant que je détaillais les événements récents. « Ce que vous décrivez est un schéma familial classique, a-t-elle dit quand j'ai fini. Vous avez été placé dans le rôle de pourvoyeur, et votre famille renforce activement ce rôle parce que cela leur est bénéfique. Comment puis-je briser le schéma? Avec des limites claires et fermes, a-t-elle répondu. Mais soyez préparés. Lorsque vous établissez des limites avec des personnes qui n'y sont pas habituées, il y a souvent un refoulement important. Ils essaieront la culpabilité, la colère, allant même jusqu'à faire intervenir d'autres membres de la famille pour vous faire pression. Nous avons passé l'heure suivante à discuter de stratégies spécifiques pour la confrontation de Noël. Le docteur Rivera a suggéré que je prépare une sorte de script, non pas pour le réciter mot pour mot, mais pour m'aider à rester concentré lorsque les émotions seraient fortes. Elle m'a également recommandé de documenter l'aide financière précédente que j'avais fournie, pour avoir des exemples concrets si nécessaire. Le plus important, a-t-elle dit alors que notre session se terminait, rappelez-vous que poser des limites n'est pas égoïste. C'est sain. Vous pouvez aimer votre famille sans être leur banque. Le lendemain, j'ai rencontré Brandon pour le déjeuner. Il avait l'air nerveux quand il est arrivé, jetant des coups d'œil autour de lui comme s'il s'attendait à ce que son père apparaisse. « Papa ne sait pas que je suis ici », a-t-il avoué en se glissant dans la cabine. Il serait fâché s'il savait. Cela a confirmé mes soupçons sur le comportement contrôlant de Marcus. Nous avons commandé de la nourriture et j'ai gardé la conversation décontractée au début, l'école, ses amis, ses intérêts. Brandon s'est progressivement détendu, et j'ai été impressionné par sa prévenance. Il n'était pas l'enfant au sentiment de droit que Marcus élevait. Il y avait une conscience de soi. « Alors, l'université Westfield, ai-je dit finalement. Est-ce là que tu veux aller? » Brandon a fixé son hamburger à moitié mangé. « C'est là que papa veut que j'aille. Il dit que c'est le seul moyen de faire des relations. Et toi? Si tu pouvais choisir n'importe quelle école, que choisirais-tu? » Il a levé les yeux, surpris par la question. « Honnêtement, je suis vraiment intéressé par l'informatique, comme ce que tu fais. Le programme de Westfield est correct, mais l'université d'État a un meilleur programme technique, mais papa dit que les affaires sont plus pratiques. » C'était une nouvelle pour moi. « Tu es intéressé par la programmation? » Brandon a hoché la tête avec enthousiasme. « J'apprends le codage tout seul à partir de cours en ligne. J'aime beaucoup ça. Pourquoi n'as-tu pas mentionné cela avant? » J'ai essayé, a-t-il dit doucement. Papa a coupé court. Il a dit qu'il n'y avait pas de stabilité dans les emplois informatiques. J'ai failli rire de l'ironie. Ma carrière technique stable et bien rémunérée contre la série d'échecs d'entreprise de Marcus. Brandon, l'industrie technologique est l'un des domaines les plus stables et en croissance en ce moment. Nous avons passé l'heure suivante à parler de programmation, de ses projets et de ses aspirations. C'était la conversation la plus authentique que j'ai jamais eue avec mon neveu, et j'ai réalisé avec tristesse combien j'avais manqué en permettant à Marcus de contrôler nos interactions. Avant de nous séparer, j'ai abordé ce que j'avais découvert. Savais-tu que Westfield a des opportunités de bourse pour lesquelles tu pourrais te qualifier et que tu pourrais faire 2 ans au collège communautaire et être transféré avec une admission garantie si tu maintiens de bonnes notes? Les yeux de Brandon se sont écarquillés. Papa a dit qu'il n'y avait pas de bourse que je pouvais obtenir. Et il a dit que le collège communautaire ruinerait mes chances d'avoir une bonne carrière. Ce n'est pas vrai, ai-je dit fermement. J'ai commencé au collège communautaire. C'est une décision financière intelligente, pas une option inférieure. Alors que nous partions, Brandon a hésité. Oncle Anton, il y a autre chose que tu devrais savoir. L'argent que papa te demande.
Ce n'est pas juste pour l'école. Que veux-tu dire? Papa est encore en retard sur le loyer. Il m'a dit de ne le dire à personne, mais je pense qu'il prévoit d'utiliser une partie de l'argent de l'université pour rattraper les factures. Cette révélation ne m'a pas surpris, mais elle a renforcé ma détermination. Brandon, je ne vais pas donner cet argent à ton père, mais je vais t'aider à trouver comment payer l'université de la bonne manière. Et si tu es sérieux au sujet de l'informatique, je serais heureux de te mentorer. La gratitude dans ses yeux valait plus que tous les remerciements que j'avais jamais reçus de Marcus ou de mon père. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai poursuivi mes préparatifs. J'ai créé un dossier documentant chaque prêt et cadeau que j'avais fourni à mon père et à Marcus au fil des ans, un montant qui totalisait plus de 40 000 $, dont rien n'avait été remboursé. J'ai rédigé une déclaration claire de limite avec l'aide du docteur Rivera. J'ai même pratiqué des confrontations potentielles avec Derek, jouant le rôle de Marcus pour m'aider à me préparer aux tactiques de manipulation émotionnelle que mon frère emploierait probablement. J'ai également contacté ma cousine Rachel, qui avait vécu un traitement similaire de la part de la famille, bien que dans une moindre mesure, et avait réussi à établir des limites il y a des années. Elle a proposé d'assister au dîner de Noël comme soutien moral. Ils essaieront de t'isoler, a-t-elle averti. Te faire sentir que tu es le problème. Avoir un allié dans la pièce peut faire toute la différence. À l'approche de Noël, ma confiance a grandi. Pour la première fois de ma vie adulte, je ne redoutais pas une réunion de famille à cause de ce qu'ils pourraient me demander. Au lieu de cela, je me sentais habilité, sachant que j'étais prêt à changer la dynamique de manière permanente. 2 jours avant Noël, Marcus m'a envoyé un SMS, « N'oublie pas d'apporter ton chéquier au dîner. » Brandon est enthousiaste à l'idée de régler son université. Je n'ai pas répondu, mais j'ai souri à sa présomption. Noël allait être très différent cette année. La veille de Noël a apporté une vague de préparatifs de dernière minute et de communication précise de ma famille. Mon père a appelé le matin, son message à peine voilé. « Nous attendons demain avec impatience », a-t-il dit. Ça va être une journée spéciale pour la famille. Brandon a de grandes nouvelles à partager. J'en suis sûr, ai-je répondu, neutre. Le soutien familial est important. Dans des moments comme ceux-ci, a continué papa, sa voix prenant ce ton de sermon familier. Ta mère a toujours cru qu'il fallait investir dans la prochaine génération. La manipulation était si transparente maintenant que j'avais appris à la reconnaître. Je te vois demain, papa, ai-je dit, mettant fin à l'appel avant qu'il ne puisse continuer. Vers midi, j'ai conduit jusqu'à la maison de Brandon, sachant que Marcus serait à son emploi de détail à temps partiel. J'avais un dossier d'information pour les demandes de bourse de Brandon, des guides de transfert de collèges communautaires et des formulaires d'aide financière. Mais surtout, j'avais une nouvelle. Brandon a ouvert la porte, l'air surpris de me voir. « Oncle Anton, papa n'est pas là. »« Je sais, » ai-je répondu. « Je suis venu te voir. » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et j'ai placé le dossier devant lui. J'ai fait quelques recherches, Brandon. Savais-tu que l'Université d'État a un programme d'admission anticipé pour les étudiants en informatique, et qu'ils offrent des bourses de mérite basées sur des projets de codage, pas seulement sur les notes? Ses yeux se sont écarquillés alors qu'il parcourait les documents. Ces bourses couvriraient presque tout. Exactement. Et il y a autre chose. J'ai sorti une impression d'un courriel que j'avais reçu ce matin-là. J'ai contacté un collègue qui enseigne dans leur département d'informatique. Il a examiné le moteur de jeu que tu as construit et il a été impressionné. Il veut que tu postules et que tu le soumettes comme échantillon de projet. Brandon a fixé le courriel, puis moi. Tu as montré mon projet à un professeur? Oui, et il pense que tu as un réel potentiel. Pendant un instant, Brandon a semblé submergé. Puis son expression s'est assombrie. Papa n'acceptera jamais ça. Il est fixé sur Westfield. Brandon, tu as 17 ans. Dans moins d'1 an, tu seras un adulte prenant tes propres décisions. Ton père n'a pas le dernier mot sur ton avenir. Tu ne comprends pas, a-t-il dit doucement. La situation avec papa est compliquée. Que veux-tu dire? Brandon a hésité, puis a semblé prendre une décision. Il est allé dans sa chambre et est revenu avec une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient des lettres d'aide financière universitaire qui lui étaient adressées. Celles-ci sont arrivées il y a des mois. Papa les a interceptées et m'a dit que nous ne nous qualifions pour rien.
Il m'en a tendu une de l'université d'État. Celle-ci offre une bourse de demi-frais de scolarité pour leur programme d'informatique. Je ne les ai trouvés que la semaine dernière, cachés dans le placard de papa. J'ai ressenti une vague de colère en lisant la lettre. Brandon avait des options, de bonnes options, que Marcus lui avait délibérément cachées. Il y a plus, a continué Brandon. Tu te souviens quand grand-père m'a donné cette obligation d'épargne de 5 000 $ pour l'université quand j'avais 10 ans? Papa l'a encaissé l'année dernière. Il a dit que c'était pour les candidatures universitaires, mais je sais que nous n'avons pas dépensé autant. Et les parents de maman ont mis en place un petit fonds universitaire avant de décéder. C'est parti aussi. L'image devenait plus claire. Marcus n'essayait pas seulement de me faire payer l'éducation de Brandon. Il avait déjà détourné des fonds spécifiquement désignés à cette fin. Brandon, ça s'arrête maintenant, ai-je dit fermement. Ce soir, nous allons remplir ces demandes de bourse ensemble, et je vais t'aider à ouvrir un compte bancaire demain auquel toi seul peux accéder. Nous avons passé les 3 heures suivantes à remplir les candidatures. Brandon était brillant et capable, posant des questions réfléchies sur le processus. Je pouvais voir l'esprit du programmeur et la façon dont il abordait les problèmes, méthodiquement, les décomposant en parties gérables. Alors que nous terminions la dernière candidature, le téléphone de Brandon a vibré à plusieurs reprises. Des messages textes de Marcus exigeant de savoir où il était. J'ai vérifié ma montre. Marcus avait dû quitter le travail tôt. Dis-lui que tu es avec moi, ai-je suggéré. Nous venons de finir. Brandon a envoyé un message texte à son père et la réponse a été immédiate, un appel téléphonique. Je pouvais entendre Marcus crier à travers le haut-parleur. Brandon l'a mis sur haut-parleur. Qu'est-ce que tu fabriques avec Anton? Je t'ai dit de rester loin de lui jusqu'après Noël. Nous traînons juste, papa, a répondu Brandon, sa voix plus petite qu'elle ne l'avait été tout l'après-midi. Rentre à la maison maintenant. Nous devons parler de demain. En fait, Marcus, ai-je interrompu calmement. Brandon et moi remplissons des demandes de bourse. Il sera à la maison dans environ 30 minutes. Il y eut un moment de silence avant que Marcus ne parle à nouveau, sa voix artificiellement contrôlée. Anton, je pensais que nous avions convenu que je m'occuperais des plans universitaires de Brandon. Nous n'avons jamais convenu de cela, ai-je répondu. Et Brandon mérite de connaître toutes ses options. Tu es en train de saper mon autorité en tant que père, a sifflé Marcus. C'est exactement pourquoi maman a toujours dit que tu étais difficile. L'ancien Anton aurait été blessé par cette référence à notre mère. Le nouvel Anton l'a reconnu comme une tentative délibérée de manipulation émotionnelle. Nous parlerons demain, ai-je dit fermement. Brandon sera bientôt à la maison. J'ai mis fin à l'appel malgré les protestations continues de Marcus. Brandon avait l'air pâle. Il va être furieux, a-t-il dit. Laisse-le l'être, ai-je répondu. Tu n'as rien fait de mal en explorant tes options. J'ai ramené Brandon chez lui et, comme prévu, Marcus attendait sur le porche, son expression orageuse. Je ne suis pas sorti de la voiture, j'ai simplement attendu que Brandon soit en sécurité à l'intérieur avant de m'éloigner. Le regard de Marcus m'a suivi dans la rue. Ce soir-là, j'ai reçu une série de messages textes de plus en plus hostiles de Marcus et de mon père. Accusation d'ingérence, d'essayer de monter Brandon contre son père, de manquer de respect à la hiérarchie familiale. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai relu mon document de limite une dernière fois et j'ai emballé le dossier financier que j'avais compilé. J'ai préparé mes vêtements pour le lendemain et j'ai essayé de dormir, bien que le repos ait été insaisissable. Le matin de Noël s'est levé clair et froid. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix alors que je me préparais pour la journée à venir. Pour la première fois de ma vie adulte, j'abordais une réunion de famille non pas comme quelqu'un à utiliser, mais comme quelqu'un avec un pouvoir d'agir et une estime de soi. Quoi qu'il arrive au dîner, je savais que les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Et j'étais prêt. Le jour de Noël est arrivé avec une froideur hivernale et un ciel bleu clair. Je me suis habillé avec soin dans un pull marine et un pantalon gris, décontracté mais soigné. Les cadeaux que j'avais sélectionnés étaient emballés avec soin, un journal relié en cuir pour papa, un ensemble de livres de codage professionnel pour Brandon, et une carte cadeau pour le restaurant préféré de Marcus. Des cadeaux modestes mais appropriés, pas l'argent liquide ou les produits électroniques coûteux qu'ils attendaient habituellement. Ma cousine Rachel m'a envoyé un SMS qu'elle me rejoindrait là-bas. Prête pour l'opération limite familiale,
a-t-elle écrit avec un emoji de soutien. Sa présence serait cruciale en tant qu'allié dans ce qui s'annonçait comme un après-midi difficile. Je suis arrivé à la maison de mon père précisément à 14 heures. Plusieurs voitures étaient déjà garées à l'extérieur, y compris celle de Marcus. Prenant une profonde respiration, j'ai rassemblé mes cadeaux et le dossier contenant mes documents, puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Papa a répondu avec une accolade superficielle. « Tu es pile à l'heure », a-t-il dit, jetant un coup d'œil au paquet de taille modeste dans mes bras avec une déception à peine dissimulée. La maison sentait la dinde rôtie et le pain de l'arbre décoré dans le coin du salon. Les membres de la famille s'agitaient, ma tante Sarah et son mari, 2 cousins et leurs conjoints, Rachel qui m'a fait un signe de tête encourageant, et Brandon qui se tenait maladroitement près de la cheminée, l'air mal à l'aise dans une chemise habillée qui semblait trop serrée au col. Marcus s'est approché immédiatement, me tapant sur l'épaule avec une jovialité forcée. « Petit frère, joyeux Noël !» Son sourire n'atteignait pas ses yeux, qui se sont posés sur les cadeaux dans mes bras, puis sont revenus à mon visage. « Mettons-les sous le sapin, veux-tu » J'ai remis les paquets, mais j'ai gardé le dossier glissé sous mon bras. Marcus a remarqué, son expression vacillant brièvement avant de reprendre son personnage d'hôte. « Tout le monde est presque là », a dit papa. J'ai fait du lait de poule très fort cette année. Je vais m'en tenir à l'eau pour l'instant, ai-je répondu, soupçonnant qu'ils espérèrent lâcher ma détermination avec de l'alcool. L'heure suivante a été une étude de tension sous-jacente. En surface, c'était un Noël familial typique, échange de plaisanteries, rattrapage des nouvelles, admiration des décorations, mais j'ai remarqué les commentaires précis, les regards significatifs entre Marcus et mon père, la façon dont il continuait de diriger les conversations vers l'éducation et le soutien familial. L'université coûte si cher de nos jours, a remarqué tante Sarah pendant un cours d'apéritif. Comment gérez-vous cela avec Brandon, Marcus ? La question semblait innocente, mais le moment était trop parfait. Je soupçonnais qu'elle avait été incitée à la poser. Marcus a soupiré dramatiquement. C'est difficile. Brandon est entré à Westfield. Excellente école, excellente relation, mais la partie financière est difficile depuis le divorce. La famille qui est de la famille est ce qui compte, a interjeté mon père, me regardant directement. C'est ça l'esprit des fêtes. J'ai maintenu une expression neutre, ne disant rien. Mon silence les a clairement déstabilisés. Ils étaient habitués à ce que j'intervienne avec des offres d'aide à la moindre incitation. Au moment où nous nous sommes assis pour le dîner, la tension était palpable. Brandon gardait les yeux sur son assiette tandis que Rachel me serrait occasionnellement le bras en signe de soutien. Marcus est devenu de plus en plus agité, sa gaieté forcée devenant tendue alors que son plan soigneusement orchestré ne produisait pas de résultat. À mi-chemin du repas, Marcus s'est levé pour proposer un toast, verre de champagne à la main. À la famille, a-t-il commencé, son regard balayant la table, mais s'attardant sur moi. Au soutien mutuel dans les parcours de la vie et à l'investissement dans nos avenirs. En parlant d'avenir, il a atteint sa veste et a sorti une brochure glacée. Brandon a une nouvelle excitante. Tous les yeux se sont tournés vers Brandon, qui avait l'air de vouloir disparaître. Marcus a placé la brochure de l'université Westfield sur la table avec un élan. Brandon a été accepté dans le programme d'affaires prestigieux de Westfield, a annoncé Marcus fièrement. Une immense opportunité qui le mettra à l'abri pour la vie. Nous sommes si fiers de lui. Des applaudissements polis et des félicitations ont suivi. Brandon a marmonné un merci, ne rencontrant le regard de personne. Bien sûr, a continué Marcus, sa voix prenant un ton d'humilité étudiée. Il y a quelques considérations financières. L'université n'est pas bon marché de nos jours, surtout une éducation de qualité. C'était le moment vers lequel il s'était dirigé. Marcus s'est tourné directement vers moi. Anton, je crois que tu voulais dire quelque chose à propos de l'éducation de Brandon, un cadeau spécial que tu préparais. La table est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi. C'était exactement le scénario de pression publique qu'ils avaient planifié, me mettre sur la sellette devant toute la famille, rendant presque impossible de refuser sans paraître égoïste. J'ai posé mon verre d'eau soigneusement et j'ai rencontré le regard expectant de mon frère. En fait, j'ai quelque chose à dire. J'ai commencé, ma voix stable malgré mon cœur battant. Brandon, je suis incroyablement fier de ton acceptation à Westfield. C'est une réalisation significative. Marcus a souri triomphalement, supposant clairement ce qui allait suivre.
Mais je ne paierai pas pour cela. J'ai continué. Le sourire s'est figé sur son visage. J'ai passé du temps avec Brandon pour discuter de ses intérêts et aspirations réelles, ai-je poursuivi. Saviez-vous tous qu'il est un programmeur incroyablement talentueux? Il a construit son propre moteur de jeu à partir de zéro. Il s'enseigne le codage depuis des années. Brandon a levé les yeux, surpris que je mette en lumière ses réalisations. Brandon s'est vu offrir une bourse pour le programme d'informatique de l'Université d'État, ai-je annoncé, un programme qui est en fait mieux classé que l'école de commerce de Westfield en termes de placement et de salaire de départ. Le visage de Marcus est devenu rouge. Ce n'est pas. C'est vrai. Je l'ai coupé, me tournant vers Brandon. Voudrais-tu leur parler de la bourse ou devrais-je le faire? Brandon s'est redressé sur sa chaise, une nouvelle confiance dans sa posture. C'est une bourse de demi-frais de scolarité, a-t-il dit, sa voix gagnant en force tandis qu'il parlait. Basé sur un projet de codage que j'ai soumis, et il y a une composante de stage garantie en 3e année. La table a éclaté en félicitations confuses, les membres de la famille regardant entre Marcus et Brandon avec incertitude. C'est la première fois que j'entends parler de ça, a dit Marcus à travers des dents serrées. C'est parce que tu as intercepté ces lettres d'aide financière, ai-je répondu calmement. Tout comme tu as encaissé l'obligation d'épargne que grand-père lui a donnée pour l'université. Tout comme tu as vidé le compte que ses grands-parents maternels avaient mis en place. Des halètements et des murmures se sont répandus autour de la table. Le visage de Marcus est passé du rouge au blanc. C'est un mensonge, a-t-il bégayé. Anton essaie de monter mon fils contre moi. Est-ce un mensonge, Marcus? J'ai ouvert le dossier et j'ai placé les lettres d'aide financière de Brandon sur la table. Celles-ci étaient cachées dans ton placard. Brandon les a trouvées la semaine dernière. Mon père est intervenu, sa voix coupante. Ça suffit, Anton. C'est le dîner de Noël, pas un tribunal. Quels que soient les problèmes que tu as avec ton frère, ils peuvent être discutés en privé. Non, ai-je dit fermement. Pas cette fois. Pendant des années, vous deux m'avez traité comme rien de plus qu'une ressource financière. J'ai donné des prêts qui n'ont jamais été remboursés, couvert des dépenses qui n'étaient pas ma responsabilité, tout en étant fait pour me sentir que c'était mon obligation parce que je n'ai pas d'enfant. J'ai placé un deuxième document sur la table. Ma liste détaillée de l'aide financière que j'ai fournie au fil des ans. 43 000 $. C'est ce que je vous ai donné à vous deux au cours des 5 dernières années seulement. Pas prêté, donné, car malgré les promesses de remboursement, cet argent n'est jamais revenu. Tu t'embarrasses toi-même, a dit mon père froidement. Ce n'est pas ainsi que se comporte la famille. En fait, a interjeté Rachel. C'est exactement ainsi que les familles saines devraient se comporter, avec honnêteté et respect, pas avec manipulation et exploitation. Marcus a claqué sa main sur la table, faisant sauter les plats. Nous essayons d'assurer l'avenir de mon fils. Quel genre donc le refuse d'aider avec l'éducation de son neveu? Le genre qui respecte suffisamment son neveu pour l'aider à trouver des solutions durables plutôt que des solutions rapides, ai-je répondu. Le genre qui veut le mentorer dans un domaine qui le passionne plutôt que de le pousser sur une voie qu'il ne veut pas. Je me suis tourné vers le reste de la famille. Saviez-vous qu'ils avaient planifié cette embuscade il y a des semaines? Je les ai entendus discuter de la façon dont ils me feraient pression pour payer au dîner de Noël, où je ne pourrais pas refuser devant tout le monde. Des regards inconfortables ont été échangés autour de la table. La mâchoire de mon père s'est serrée. Ta mère aurait honte de toi, a-t-il dit, son arme ultime. J'ai ressenti une douleur, mais j'ai passé outre. Non, papa. Maman aurait honte de la façon dont vous m'avez traité depuis qu'elle est morte. Elle voulait que nous nous soutenions mutuellement, pas que nous nous exploitions mutuellement. Brandon s'est levé soudainement. Je veux aller à l'État pour l'informatique, a-t-il annoncé. Je suis désolé, papa, mais je le veux. J'ai eu peur de te le dire parce que tu n'as jamais écouté ce que je veux. Marcus a regardé son fils comme s'il le voyait pour la première fois. Tu ne peux pas être sérieux. Après tout ce que j'ai fait pour te faire entrer à Westfield. Tout ce que tu as fait, ai-je fait l'écho. Tu veux dire cacher son offre de bourse, dépenser ses économies universitaires, planifier d'utiliser l'argent que tu m'as demandé pour payer ton loyer en retard? Cette dernière révélation a provoqué une autre onde de choc autour de la table. Ce qui a suivi a été 20 minutes de chaos. Marcus a alterné entre rage et tentative désespérée de sauver son plan.
mon père a essayé de reprendre le contrôle de la situation par la culpabilité et la manipulation émotionnelle. Certains membres de la famille se sont rangés de leur côté par habitude. D'autres sont restés assis dans un silence inconfortable. Malgré tout, je suis resté calme, abordant chaque accusation avec des faits plutôt qu'avec de l'émotion. Brandon a trouvé sa voie, tenant bon sur ses préférences éducatives malgré les protestations de son père. Finalement, Marcus a eu recours aux ultimatums. « Si tu vas contre moi sur ce coup, n'attends plus aucun soutien de ma part », m'a-t-il dit. « Et cela vaut aussi pour le reste d'entre vous », a-t-il ajouté, regardant autour de la table ceux qui avaient exprimé leur soutien à ma position. « Je n'ai pas besoin de ton soutien, Marcus, ai-je répondu calmement. Je n'en ai jamais eu besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de ton respect, et tu ne l'as jamais donné. Je me suis levé, rassemblant mon dossier. Brandon, mon offre tient toujours. Je t'aiderai à postuler pour des bourses supplémentaires, je te mentorerai en programmation, et si nécessaire, j'aiderai avec des dépenses raisonnables que tes bourses ne couvrent pas, à condition que l'argent aille directement à l'école, pas par ton père. Le visage de Marcus s'est tordu de fureur. Tu essaies de voler mon fils? Non, Marcus. J'essaie de l'aider à devenir son propre homme, pas un reflet de toi. Mon père s'est repoussé de la table. Je pense que tu devrais partir, Anton. Je suis d'accord, ai-je répondu, étonnamment calme. Joyeux Noël à tous. Alors que je me dirigeais vers la porte, Brandon m'a suivi. Oncle Anton, attends. Il m'a serré fort dans ses bras. Merci de croire en moi. Ce moment a rendu tout cela utile. Rachel m'a rejoint et nous sommes sortis ensemble, laissant derrière nous les restes d'un dîner de Noël et peut-être la dynamique familiale malsaine qui avait défini ma vie pendant trop longtemps. Les jours suivant Noël ont été étrangement calmes. Pas d'appel en colère de Marcus, pas de message texte culpabilisateur de mon père. Le silence était à la fois déconcertant et libérateur, comme le calme après une violente tempête. Rachel prenait de mes nouvelles régulièrement, signalant que l'opinion familiale était divisée. Certains parents pensaient que j'avais été inutilement sévère. D'autres ont admis qu'ils avaient été témoins du schéma d'exploitation pendant des années, mais n'avaient jamais eu le courage d'y faire face. Une semaine après Noël, Brandon a appelé. Sa voix était chuchotée, anxieuse. « Papa me parle à peine », a-t-il dit. L'appartement est tellement tendu que j'ai du mal à respirer. Je suis désolé, Brandon. Ce n'est pas ta faute. Je sais, mais... Il a hésité. Oncle Anton, ton offre de m'aider est-elle toujours valable? Pas seulement pour les conseils universitaires, mais pour tout. Bien sûr que oui, les jeux assurés. De quoi as-tu besoin? Puis-je rester chez toi pendant un moment? Juste jusqu'à ce que les choses se calment. Papa a parlé de me retirer de l'école, disant que si je suis si intelligent avec les ordinateurs, je n'ai pas besoin de finir le lycée. Ce soir-là, Brandon est arrivé à mon condo avec 2 sacs de sport et son ordinateur portable. Ses yeux étaient rouges, mais il semblait soulagé d'être loin de l'attention. Je l'ai installé dans ma chambre d'amis et nous avons établi une routine. Il finirait son année de terminale à son école actuelle, faisant la navette depuis chez moi, tout en travaillant sur les demandes de bourse et les projets de codage le soir. 2 semaines après Noël, mon père a finalement appelé. Sa voix était bourrue, réticente. « Brandon semble rester avec toi », a-t-il dit, pas tout à fait une question. « Oui, pour l'instant, jusqu'à ce que les choses se tassent avec Marcus. » Il y a eu une longue pause. « Tu as fait toute une scène à Noël. » J'ai attendu, ne disant rien. Marcus a eu des difficultés depuis le divorce, a-t-il continué, son ton défensif, plus qu'il ne le laisse paraître. Je comprends cela, papa. Mais cela ne justifie pas de me manipuler ou de contrôler l'avenir de Brandon. Un autre long silence. Puis, étonnamment, peut-être que non. Ce n'était pas une excuse, mais venant de mon père, c'était significatif. Brandon est un bon gamin, ai-je dit. Intelligent, réfléchi. Il mérite une chance de poursuivre ce qui le passionne. Comme toi, a dit mon père doucement. Oui, comme moi. Malgré le manque de soutien, la conversation s'est terminée maladroitement, mais sans hostilité. C'était un petit pas, mais un pas néanmoins. Marcus a mis plus de temps. Pendant près d'1 mois, il a refusé de parler à moi ou à Brandon,
ne communiquant que par des messages textes laconiques concernant le ramassage de vêtements supplémentaires ou de fournitures scolaires. Brandon était blessé par la réaction de son père, mais grandissait également en confiance alors qu'il travaillait sur ses projets de programmation et recevait des lettres d'acceptation de plusieurs universités, y compris l'État, avec une offre de bourse accrue basée sur son dernier travail. Fin janvier, Marcus s'est présenté à ma porte sans prévenir. Il avait l'air fatigué, la bravade disparue de sa posture. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé simplement. Autour d'un café à ma table de cuisine, Brandon étant à l'école, Marcus a eu du mal à articuler sa position. Je voulais le meilleur pour lui, a-t-il insisté. Westfield lui aurait donné des relations que je n'ai jamais eues. Brandon n'a pas besoin de tes relations, ai-je répondu. Il a besoin de développer ses propres talents. Marcus a fixé son café. Les parents de Lorraine ont toujours dit que je ne subvenais pas assez bien à leurs besoins. Je voulais leur prouver qu'ils avaient tort à travers Brandon. C'était la chose la plus honnête que mon frère m'ait jamais partagée. Brandon n'est pas ta deuxième chance, Marcus. C'est sa propre personne. Lentement, péniblement, nous avons commencé à reconstruire une relation basée sur des termes plus honnêtes. Marcus a accepté des conseils familiaux avec Brandon. Il a suivi des cours de gestion financière au centre communautaire. Il a même trouvé un meilleur emploi avec des heures plus régulières, bien que sa situation financière soit restée précaire. Au printemps, Brandon avait opté pour le programme d'informatique de l'Université d'État. La bourse couvrait 60% de ses frais de scolarité. J'ai aidé avec le reste, ainsi qu'un emploi à temps partiel sur le campus que Brandon a trouvé dans le département informatique. Il a emménagé définitivement dans ma chambre d'amis pour le reste du lycée, Marcus ayant des visites régulières. Ma relation avec mon père a également évolué. Nos dîners hebdomadaires ont repris, bien qu'avec une dynamique différente. Il ne demandait plus d'argent et je ne me sentais plus obligé d'en offrir. Nous parlions davantage de choses réelles, sa santé, mon travail, des souvenirs de ma mère qui n'étaient pas instrumentalisés comme tactique de manipulation. 6 mois après ce fatidique dîner de Noël, la famille élargie s'est réunie pour un barbecue du 4 juillet chez Rachel. La tension s'était dissipée, remplacée par un nouveau type d'interaction, plus authentique. Brandon a montré fièrement aux membres de la famille l'application qu'il développait. Marcus a discuté de son nouvel emploi sans exagération ni prétention. Mon père a même posé des questions sur mes projets actuels avec un intérêt véritable. « Tu sais » a dit Rachel alors que nous regardions la famille depuis son patio. « Je n'aurais jamais pensé voir ce jour. Une communication saine réelle dans cette famille. C'est toujours en cours, ai-je reconnu. Mes progressions est le mot-clé, a-t-elle souligné. Tu as changé la dynamique pour tout le monde, pas seulement pour toi. » Elle avait raison. En m'affirmant, j'avais involontairement créé un espace pour que les autres soient plus authentiques aussi. Brandon s'épanouissait sans la pression de réaliser les ambitions contrariées de son père. Marcus apprenait lentement à vivre selon ses moyens plutôt qu'à attendre des sauvetages. Même mon père semblait moins amer, comme si maintenir le favoritisme avait été son propre fardeau. Quant à moi, la liberté de l'exploitation financière m'a permis d'explorer des parties de ma vie que j'avais négligées. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un, rencontrant Élise, une graphiste qui respectait les limites et avait une relation saine avec sa propre famille. J'ai repris la photographie, un passe-temps que j'avais abandonné il y a des années en raison de contraintes de temps et d'argent. 1 an après la confrontation de Noël, nous nous sommes réunis à mon condo pour les vacances. C'était plus petit que la maison de mon père, mais cela convenait confortablement à notre famille immédiate, plus Rachel et son mari. Brandon, terminant maintenant son premier semestre réussi à l'État, m'a aidé à préparer le dîner. Marcus a apporté une bouteille de vin raisonnable qu'il avait réellement payé lui-même. Mon père a apporté un petit jambon, sa contribution au repas. Les cadeaux sous mon sapin étaient modestes, mais réfléchis. Personne n'attendait d'extravagance, et personne n'était déçu. Nous avons mangé, parlé et même ri, la conversation coulant naturellement sans intention cachée. Après le dîner, alors que Brandon montrait à mon père son dernier projet de codage, Marcus m'a tiré à part. « Je ne t'ai jamais correctement remercié », a-t-il dit maladroitement. Pourquoi ? Pour avoir aidé Brandon. Pour avoir vu ce dont il avait besoin quand je ne le pouvais pas, il a hésité. Et pour avoir arrêté le schéma que j'avais commencé. Ce n'était pas juste ce que nous te faisions. Venant de Marcus, c'était monumental.
Nous sommes une famille, ai-je dit. Le vrai soutien ne consiste pas à écrire des chèques. Il s'agit de s'aider mutuellement à grandir. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis à regarder mon sapin de Noël, réfléchissant au voyage de l'année écoulée. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre famille est d'arrêter d'habiliter des schémas destructeurs. Ce Noël n'a pas été la fin de ma famille, juste la fin d'être leur distributeur de billets. Et pour la première fois de ma vie, j'ai finalement senti que je faisais vraiment partie d'une famille au lieu de simplement en financer une.